Salut tout le monde, c'est Malou, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode Pédagogie et aujourd'hui ça va claquer super fort parce qu'on va aborder un thème, le BDSM. Je sais, c'est un thème un petit peu controversé parce qu'on ne sait pas toujours à quoi s'attendre, on entend un petit peu parler du BDSM un peu dans les films, dans les bouquins, tout ça, on a pas mal d'a priori, mais il y en a qui ne savent pas vraiment ce qui se cache derrière le BDSM. Tu vas nous aider, Alexandre, à déconstruire un peu tout ça. Parce que je vais essayer. Bienvenue, d'ailleurs. Merci. Alexandre, il est spécialiste en la matière et on va essayer de déconstruire du coup pour un public qui est quand même assez débutant, qui n'a pas vraiment tous les codes. Qu'est-ce que c'est le BDSM ? Comment se l'approprier ? Comment faire ses premiers pas ? Tâtonner. Alexandre, il est spécialiste en la matière. Il a écrit énormément de bouquins sur le sujet. Tu tiens d'ailleurs un Instagram qui s'appelle comment ? Alexandre Contard. J'ai pas été original sur ce coup-là. Voilà, ton nom, ton prénom. Voilà. Et là, tu donnes pas mal de tips du coup sur... Alors, nous, ce qu'on fait, mon couple, nous vivons le BDSM dans mon couple. Ouais. La particularité, c'est que sur ce compte Instagram, on propose notre expérience de vie et on n'est pas là à donner des conseils, vous devez faire ci ou vous devez faire ça, parce que chacun fait comme il veut. Je suis le grand frère de personne. Par contre, nous, on donne une vision qui est la nôtre et comment nous, on le vit au quotidien dans le couple. Parce que nous, à cette particularité qu'on a, c'est que c'est un BDSM de couple. Ok. Alors du coup, on parle là donc de BDSM, donc c'est plusieurs lettres qui sont alignées. Qu'est-ce que c'est du coup ? Allez, ça veut dire quoi exactement ? On commence par la base. Le BDSM, c'est bondage, l'art de la contrainte, domination-soumission, mais aussi discipline, sadomasochisme. Ça englobe tout ça en fait. Ok, et donc bondage, c'est le fait de s'attacher ? Le bondage, c'est le fait de s'attacher, des menottes, ça peut être des cordes. On met par exemple dans le bondage ce qu'on appelle le shibari, l'art des cordes, d'attacher quelqu'un avec des cordes, c'est un art japonais, on le met aussi dedans. On peut utiliser des menottes, comme j'ai dit, des chaînes, une ceinture, mais pas de fil électrique parce que c'est dangereux. Il y en a qui disent ça un petit peu, ça a déjà été... tu en parles parce que ça a déjà été des pratiques un peu extrêmes. J'en parle parce que dans mon discours, il y a une chose qui est très importante, c'est faire de la prévention sur les mauvaises pratiques et sur la mauvaise approche du sujet, parce qu'il ne faut pas oublier que même si on en parle avec légèreté, le BDSM, ça reste quand même une pratique qui peut être dangereuse et qu'il faut toujours veiller à rester en sécurité. Et pourquoi j'ai fait cette blague sur le fil électrique ? Parce que si tu attaches ta partenaire au niveau des poignets, tu peux lui couper la circulation, ou tu peux abîmer un nerf, ou tu peux avoir un accident. C'est quelque chose de dangereux et qu'il ne faut pas faire. Donc c'est pour ça que je mets l'accent sur la prévention quand même. Du coup, il faut être un spécialiste du BDSM pour... comment tu fais, du coup, quand tu fais tes premiers pas ? Quand tu fais tes premiers pas, déjà... T'as un kit de sécurité ? Comment ça se passe ? Déjà, t'es pas obligé de tout faire. C'est-à-dire que quand tu commences, il faut déjà savoir te positionner. Dans l'univers du BDSM, c'est vrai que ça a l'air un peu mystérieux, c'est un peu codifié, mais on va prendre les bases. Il y a des dominants, ou des dominats, parce que c'est pas genré, il y a des personnes qui dominent, et il y a des personnes qui se soumettent. Et des personnes switch qui aiment bien les deux. Déjà, il faut savoir où on se positionne, de quel côté. Est-ce qu'on va recevoir ? Est-ce qu'on va donner ? Et en fonction de ça, après, on peut dérouler sa pratique. Mais je pense que le premier pas que tu dois mettre en place, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que je suis à l'aise avec le fait, par exemple, de donner un ordre à la personne qui se soumet ? Est-ce que je suis à l'aise avec le fait, par exemple, de l'accompagner sur une séance de jeu d'impact ? Ou est-ce que je vais l'attacher ? C'est quoi un jeu d'impact ? Le jeu d'impact, c'est est-ce que tu as vu 50 nuances ? Ouais. Est-ce que tu as vu dans la chambre rouge de Christian, il y a plein de trucs attachés partout. Ouais. Et il s'en sert pour, au-delà de mettre des fessées, pour jouer à des jeux d'impact avec Anna. Donc par exemple un paddle, un martinet... C'est le fait de taper, de frapper, de fouetter, de caresser aussi. De caresser, tu peux avoir quelque chose qu'on appelle le tickling, l'art des chatouilles. Ça pourrait être ça, mais on vient jouer avec les limites de la personne. Imagine, si tu es attaché, qu'on vient de chatouiller, ça peut vite être très 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 difficile. Ouais. À tenir quoi. Ah oui. Et ça peut procurer du plaisir quand même. Oui. Tu peux avoir une frustration mentale. Le BDSM, globalement, c'est un pan de la sexualité qui prend sa source beaucoup dans le cérébral, dans le cerveau. On projette des fantasmes, on les met en place, et on peut autant avoir des orgasmes physiques que cérébraux. Oui. Tu peux jouir dans la tête. Par rapport, donc il n'y a pas forcément de simulation physique, mais la situation, ou la façon dont tu es habillé, ou... peut te déclencher un orgasme. Ou comment on te parle. Ça serait génial si c'était ça, parce que ça réglerait beaucoup de problèmes, mais globalement, le masochisme. Quelqu'un qui reçoit des coups de paddle ou des coups de martinet. Putain, des coups de paddle. Ouais, des coups de paddle. Attends, c'est quoi un paddle ? Un paddle, ok, un paddle. Parce que là, c'est pas moi, pour... j'imagine... j'imagine la planche. Ouais, toi, tu penses aux vacances. Voilà, mais c'est pas ça. C'est quoi ? Un paddle, en gros, c'est juste une sorte d'accessoire en cuir ou en bois ou peu importe,
pour mettre une fessée. Si tu Ah oui, préfères. ok, d'accord, ok. Voilà, ça Ok. ressemble plus à ça. D'accord. Et le principe, justement, de ce genre de jeu, c'est que pour certaines personnes, ça peut les emmener jusqu'à l'orgasme, Ok. sans forcément de stimulation sexuelle. Je sais, tu me regardes avec les yeux, c'est possible? Oui, c'est Oui, oui. possible. Non, C'est mais possible, c'est- et j'ai pu assister à certaines séances qui sont hallucinantes, où même attachées avec des cordes, tu as des personnes qui ont des orgasmes. D'accord. Ouais, parce qu'on appuie Qu'est-ce qui se joue dans leur cerveau par rapport à la soumission On est tous différents, je peux pas te dire, mais globalement, on réagit pas tous de la même manière à la sexualité. La sexualité, là, plus loin, sexualité, ça n'est pas que pénétratif. On peut avoir, il y a tout un spectre de pratiques qu'on peut mettre en place pour amener l'autre à avoir du plaisir. Et du coup, tu dis que c'est pas que pénétratif, mais il y a aussi des pratiques BDSM qui sont même sans sexualité, en fait. Ouais, tu peux avoir des pratiques où tu mets pas le sexe, tu stimules pas les parties génitales pour pouvoir avoir du plaisir. Mais là, on est dans le pur masochisme. Je sais que le mot masochisme, quand on le dit, ça fait peur. Oui. On se dit, oula, la masochisme, c'est quoi? Une personne qui est masochiste, c'est pas quelqu'un qui aime la douleur pour la douleur. D'accord. La douleur est un instrument pour obtenir du plaisir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous différents, et puis il y a des gens qui, dans leur tête, sont câblés de manière différente, et la douleur va stimuler le plaisir chez eux. Quand tu as une personne qui se soumet et qui est dans le masochisme, elle va chercher le lâcher-prise. C'est ça qu'elle va chercher. Je vais rentrer un peu dans la technique, mais je suis obligé. Vas-y. Quand tu as une séance de masochisme avec quelqu'un et que tu lui procures de la douleur, alors attention, tout est consenti, hein. C'est consenti en amont, il faut rappeler ça quand même. C'est consenti en amont, il y a une checklist qui est faite pour savoir ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas, parce que la personne qui donne, le dominant, doit respecter quand même les limites de la personne qui reçoit. Donc en amont, En on amont, se pose, on discute, Ouais. et on se dit les limites, les Voilà. bornes de chacun, et est-ce que tu peux vraiment pas accepter? Ce que tu peux vraiment pas accepter, ça s'appelle les limites, les hard limits, c'est-à-dire que la personne soumise va dire non, ça, moi, c'est non. D'accord. Donc la personne dominante, elle est censée savoir que ça, c'est non. Et c'est très bien parce que Donc ça. il n'y a jamais zéro communication avant de faire une pratique BDSM. Ah non, il faut parler avec son partenaire parce que c'est des pratiques qui sont certes un peu différentes mais qui peuvent être dangereuses, il faut en discuter, il faut en parler, on remplit une checklist à deux par exemple, où tu as toute une série de pratiques et tu vas dire j'aime pas ou j'aimerais essayer. Mais vous avez un bouquin, vous avez une grille, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le BDSM, comment il peut en discuter avec son partenaire et lui établir une checklist? Alors des checklists, tu vas en trouver des gratuites sur internet, hein, tu tapes checklist BDSM, tu vas en trouver. Tu peux également en trouver une dans mon dernier livre, c'est pas pour faire la promo mais j'en ai mis une justement parce que c'est un vrai outil pour les couples. Okay. Le livre s'appelle Dévaniez-vous, vous le trouvez sur Amazon, mais dans ce livre j'ai mis toute une liste de pratiques. Ça va des pratiques les plus soft à des pratiques un peu plus hors du commun, on va dire extraordinaire dans le sens hors de l'ordinaire. Ok. Et donc du coup, tu fais ta checklist avec ton Voilà. partenaire. Donc la personne peut te proposer des pratiques Bien que sûr. tu acceptes ou non. Toi, tu dis ce que tu as envie de faire et ce que tu n'as pas envie de faire. Voilà. Et là, tu commences en dominant ou en soumis. En fait, c'est ça. Il faut juste déjà savoir quelle est ta place, ce que tu as envie de faire. Et puis, c'est pas parce que tu es soumis ou dominant que tu aimes toutes les pratiques. Tu as des personnes qui vont dire non, moi, être attaché, ça me plaît pas. Voilà. Le but, en fait, c'est que le BDSM, il y a plein de pratiques dans le BDSM. C'est pas parce que tu les fais pas toutes que t'es pas dans le BDSM. Par exemple, une pratique qui est très soft et qui est très intéressante pour découvrir plus ou moins son masochisme, c'est les jeux de bougies. Okay. On appelle ça le wax play en anglais, puisque c'est des termes souvent qui ont été pris dans la culture américaine et anglo-saxonne. Mais les jeux de bougies, c'est un très bon point de départ pour pouvoir ressentir son masochisme. Alors, je peux m'étendre un peu, si tu le souhaites, dessus. Ouais, ça veut dire quoi? C'est avec de la chaleur? Alors, en fait, tu prends une bougie, pas une bougie de massage. Il y a des bougies qu'on appelle basse température. En général, c'est à base de cire de soja avec un point de fusion plus bas pour pas être trop chaud, pour que ça puisse aller sur la peau et que ça brûle pas la peau et que ça soit pas trop hard. Et tu vas mettre, par exemple, je te donne un exemple, hein, tu vas mettre la personne allongée et tu vas prendre ta bougie, tu vas commencer à lui verser de la cire chaude sur le dos. Okay. On pourrait dire comme ça, rien d'incroyable. Sauf que la répétition de plein de petites gouttes de chaleur sur le corps, ça va commencer à faire que le corps génère ce qu'on appelle des endorphines. Et ces endorphines, elles vont commencer à procurer un sentiment de bien-être. Et tu vas te sentir bien. C'est un peu comme les gens qui font des tatouages. Quand tu sors d'une séance de tatouage, t'es un peu dans les vapes. Parce que en fait, le tatouage, c'est invasif pour la peau. Et le corps sécrète des endorphines. Et t'as cette impression de planer, en fait. Mais ça te crée tout de suite... ça te fait sécréter des endorphines tout de suite? Ou t'as une petite sensation de douleur quand même au début? S'il y a du masochisme, il y a un peu de douleur quand même. Donc il y a quand même un délire quand même au début où ça te brûle un peu quand même. Et c'est ce qui fait que ça te donne encore plus de plaisir derrière. Mais ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est de bander les yeux de la personne et qu'elle ne sait pas ce qui va se passer.
Et jouer par exemple avec ça, avec l'effet de surprise. Bon, alors il faut faire attention quand même, il ne faut pas mettre de la cire n'importe où sur le corps, il faut mieux éviter les muqueuses, il faut choisir une bougie. Je donne ça parce que les gens ne regardent pas forcément, mais il faut prendre quelque chose sans colorant, sans additif, il faut que ça soit vraiment naturel pour pas que ça soit allergène pour la peau, et il faut faire attention à tout ça. Ça, c'est aussi le travail du dominant. Quand une personne se soumet à une personne dominante, il faut la protéger, il faut s'en occuper, il faut faire attention. Et tout ça, ça en fait partie. Et du coup, quand t'es débutant, c'est plus simple de commencer par la soumission. Quand t'es débutant, t'es pas expert, comment tu gères ça? Quand t'es débutant, tu vas commencer dans la chambre, tu vas commencer, ce que je dis, avec un truc très simple. Déjà, quand tu te positionnes en tant que dominant, déjà, donner des ordres. Déjà, c'est pas quelque chose de naturel. Bon, après, je sais pas où vous travaillez, hein, peut-être que dans certains bureaux, c'est naturel, mais en tout cas, globalement, c'est pas naturel de donner des ordres à quelqu'un pendant le sexe. Okay. Déjà, ça, c'est un bon pas pour voir si la personne dominante, elle est à l'aise, et si la personne soumise, elle est à l'aise de les exécuter, les ordres. Quel exemple d'ordre, par exemple, tranquillou au début? Le truc comme on voit dans les films, mets-toi à genoux. Voilà. Mets-toi à genoux, ok. Et si tu tombes sur une personne qui se soumet, mais qui dit non, j'ai pas envie. Et c'est là que le travail de dominant commence. C'est le jeu. C'est en le fait, jeu. le jeu, c'est le jeu. Même la personne qui est soumise jongle avec la soumission et la domination. En fait. Elle peut. Qu'est-ce qui se passe si je ne me soumets pas? Ouais. Ça va rentrer complètement dans le jeu. Alors, tu as un nom pour ça. Tu as des personnes soumises qui aiment bien jouer avec les limites du dominant, et on a un nom, c'est encore un anglicisme, c'est le mot brat. Okay. Brat, c'est une personne soumise qui est un peu rebelle, tu sais, qui cherche un peu les limites. Mais en réalité, qu'est-ce que ça cache? Ce genre de personnes, c'est des personnes qui viennent titiller le dominant pour avoir de l'attention et débuter un jeu. Et tu sais, cette fameuse phrase « Ah, j'ai envie que tu me punisses, punis-moi ». Ben, en fait, c'est du punishment. Punishment, c'est la punition. Punishment, c'est le jeu de la punition, du fun et du punishment. Ok. Donc, la personne va chercher à se tester les limites, mais avec toujours le kiff potentiel d'avoir la punition derrière. C'est ça. Et donc, du coup, un ordre, donc par exemple, mets-toi à genoux. Après, ça peut être quoi, par exemple donc, tu utilisais comment ça s'appelle, le tapping, non? Quand le paddle. Non, oui, mais le fait de commencer à taper la personne. Jeu d'impact. Et donc, tu peux commencer avec quoi comme outil au début pour être soft, pour tester? Pas tout de suite avec un paddle, c'est peut-être un peu fort. La main. La main, c'est le meilleur accessoire, surtout quand on est en couple, quand on est avec sa chérie ou son chéri, parce que attention, le BDSM, c'est pas genré, c'est pas forcément l'homme qui est le dominant. La femme peut avoir ce rôle et l'homme peut se soumettre, et c'est très respectable et c'est ok. Mais tu peux commencer avec une main. Alors, c'est peut-être plus masculin de dire la main parce que une femme aura peut-être pas autant de force, ou aura peut-être pas envie d'utiliser la main, mais elle peut utiliser l'accessoire. On voit souvent des femmes utiliser des martinets. Martinets. Il faut pas croire qu'un martinet, on a une mauvaise image de ça parce qu'on pense tout de suite à des violences conjugales. Ou attention, entre violence et BDSM, il y a un grand pas, c'est le consentement. C'est-à-dire que les personnes en amont, elles disent je le veux, mais un consentement clair, continu. À un moment, quand on se lance, on sait pourquoi on se lance. Voilà. Ok. C'est pas de la violence. C'est une grande différence, hein, parce qu'on peut vite assimiler ça à des abus ou quelque chose de toxique, mais non, ça n'est pas de la violence. Et comment ça se passe du coup si la limite elle est dépassée? C'est quoi? Donc il y a un safe word. T'as un safe word. Je reprends toujours cet exemple de 50 nuances degrés, parce que c'est ça qui a un peu popularisé la pratique aujourd'hui, et tout le monde a retenu le mot rouge. Et c'est toujours employé dans des séances BDSM, le mot rouge. Quand tu dis rouge, on est censé s'arrêter. C'est un mot de sécurité. Alors je vois déjà quelqu'un derrière la caméra qui me dit c'est bien Alex, mais et si j'ai un bâillon dans la bouche, je fais comment? On prend un jouet, par exemple, quelque chose qui fait du bruit, ou on tient quelque chose qu'on lâche, ou on fait un mouvement du pied. Il y a des gestes, puis il y avoir de la gestuelle et tout. Un safe move. Un mouvement de sécurité. En général, par exemple, si la personne est debout et qu'on a un jeu d'impact, elle peut taper 3 fois du pied par terre. Donc, le dominant, il doit être attentif. Une séance, c'est quelque chose de très prenant pour le dominant. Il doit être attentif à tout ce qui se passe pour être sûr que la personne soumise qui reçoit soit toujours en sécurité. Donc, en fait, c'est vraiment un terrain de jeu parfait pour la notion de consentement et de communication et de synchronisation et d'écoute avec l'autre. Tu peux rien laisser passer, en fait. Il faut être très, très alerte. Alors, tu peux le faire, mais c'est pas ce que je préconise. De vraies belles séances, de vrais beaux moments BDSM, je pense qu'il faut énormément discuter avec les personnes avec qui tu joues, avec la personne avec qui tu joues. Il faut bien la connaître, et il faut aussi parler un peu des traumas, parce que quand on rentre dans des choses aussi profondes chez la personne en face, et sans mauvais jeu de mots, les traumas ont une importance. Ça peut ressortir. Ouais, complètement, parce qu'à la fin d'une séance, imagine, t'as trop d'endorphines dans le corps, t'as eu un moment extrêmement intense, tu peux te retrouver à pleurer après une séance, et là, il faut gérer ça,
tu peux avoir des larmes très très fortes, tu peux faire un parallèle à quelque chose que tu as vécu, et puis d'un coup, ça ouvre des portes sur la psychologie de la personne. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que c'est assez cérébral comme pratique. Et du coup, quand tu as des traumas en toi, on en a tous, et toutes, mais voilà, par exemple, je pense au trauma du rejet, par exemple, blessure du rejet. Ouais. Tu as été rejeté dans ta vie, par exemple, par ta famille ou des trucs vraiment très profonds. Tu te retrouves dans une situation de domination-soumission où la personne, du coup, te parle mal, te fait du dirty talk, parce qu'il y a aussi, du coup, le verbal, ou te fouette et tout, en te disant que t'es une merde. En gros. Ça peut déclencher aussi des trucs qui sont en toi enfouis. Est-ce que du coup tu préconises aux personnes qui ont des blessures qui sont pas encore guéries de pas faire de BDSM, ou ça peut être thérapeutique, au contraire, ça peut être intéressant de peut-être creuser ça avec cette pratique sexuelle? C'est une super question. Là, tu ouvres une porte parce que le BDSM n'est pas une thérapie en soi. Tu peux pas te dire je vais me soigner avec le BDSM, ça marche pas. Par contre, ça peut être un outil thérapeutique. Tu sais, une séance de BDSM, et à la fin avoir des grosses larmes, avoir un gros lâcher-prise, ça fait énormément de bien. Je vais parler du dirty talk, parce que le trash talk, dirty talk, les insultes, ce que tu veux. Ça, par exemple, tout le monde n'accepte pas ça dans le cadre de sa relation intime avec son partenaire. C'est quand même assez... on croirait pas comme ça, mais dès qu'on touche à la psychologie, ça devient plus intense. Si je t'insulte pendant le sexe, ça donne une autre dimension à ce qu'on est en train de faire. Il y a des gens qui peuvent être totalement dans le rejet de ça. Quel est l'effet de ça ? C'est un effet cathartique, c'est-à-dire qu'on prend la personne, on l'emmène tellement bas qu'elle ne peut que remonter. C'est-à-dire volontairement, on va chercher une humiliation extrême pour que la personne, à un moment, elle puisse être tout en bas. Vraiment, on a été très très loin, et après, elle peut remonter. Et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure d'aftercare, on en parlait en off, c'est qu'à la fin d'une séance BDSM, on ne laisse pas la personne comme ça. C'est bon, on a une séance, allez, on va prendre un café. Non, il y a toute une phase qui s'appelle l'aftercare, donc s'occuper après, où on doit être attentif à la personne et la remettre à l'équilibre, parce qu'on l'a mis dans une position de déséquilibre pendant l'acte intime. Et ça, c'est valable aussi dans toutes les relations on devrait sexuelles. On devrait le faire tout le temps. Même vanille, comme on dit. Ouais, on devrait le faire tout le temps. Alors, pour ceux qui ne savent pas, vanille, c'est tout ce qui n'est pas BDSM. Je fais un distinguo. Ouais, on a vanille, tout ce qui n'est pas BDSM. Ensuite, on a... Donc, c'est le sexe plus populaire qu'on traditionnel, voit dans les films, global, enfin voilà, qu'on voit même d'ailleurs dans le porno aussi, plus mainstream, qui n'est pas forcément la réalité, on en parlait dans un autre épisode, mais voilà, qui est plus populaire, plus soft, sans vraiment rapport joué, en gros, de domination-soumission, même s'il y en a toujours un peu. Le mot, c'est traditionnel. C'est vraiment ce que les gens connaissent, c'est le rapport pénétratif, c'est une féfé. Je dis pas les mots volontairement parce que la censure des réseaux sociaux, mais c'est ce genre fellation, on peut le dire, fellation, cuni, etc. C'est des pratiques, on va dire, traditionnelles. Ensuite, tu as le vanille épicé, ou kinky en anglais. Ça, c'est une sexualité où on va mettre des pratiques qui sont un peu plus hors normes. Là, on va mettre du bondage, justement, l'art de s'attacher. On va mettre, je sais pas, on va mettre des fessées, par exemple. Mais la grande différence avec vanille et BDSM, c'est que kinky, il n'y a pas de rapport de domination-soumission. Il n'y a pas de hiérarchie, en fait. C'est-à-dire donc que les deux sont à égalité. C'est genre tous les deux se mettre des fessées, s'ils ont envie. S'insultent, dirty talk. Il n'y a pas un rapport hiérarchique, il n'y a pas une personne qui dit moi je suis soumise, c'est moi qui reçois, moi, tu es dominant. Non, c'est on s'éclate, on utilise ces pratiques. Tiens, aujourd'hui c'est moi qui t'attache, mais demain ça sera toi. Ça peut être une bonne façon de commencer le BDSM tranquillou. Ouais, tranquille. Moi, si je devais commencer aujourd'hui, je me dirais tu sais, on va aller acheter des menottes, puis on va déjà commencer par là, on va voir. On va voir qu'est-ce que tu ressens quand tu es attaché, et une fois que la personne est attachée, qu'est-ce qu'on va lui faire, et on va pouvoir dérouler sa créativité à ce moment-là. C'est un bon début, c'est soft, il n'y a pas trop de danger, il n'y a pas trop de risques, mais la personne attachée va quand même commencer à ressentir quelque chose de différent. Parce qu'elle est soumise quand même, mine de rien. Voilà. Donc menottes pour commencer avec du vanille spicy, là, ou kinky. Vanille épicé, kinky si tu préfères. Menottes. Pour se bander les yeux aussi, ruban. Privation sensorielle. Tu peux mettre un casque sur les oreilles, une cagoule, tu peux mettre comment ça s'appelle Et la cagoule, on voit. Ça sert à quoi la cagoule ? Ça fait quoi dans le cerveau si on se met une cagoule ? En fait, c'est la surprise. C'est-à-dire que si tu mets une cagoule où tu n'entends plus et tu ne vois plus, tu te retrouves dans une position à la merci de l'autre. Ça peut être un kiff. Comme il y en a qui vont jouer, par exemple, tu sais, ils vont se faire des scénarios dans la chambre en disant voilà, moi je suis le policier, toi je t'ai arrêté, voilà, et ils vont faire des scénarios. Là, c'est la même chose. Elle se met dans un état où on va pouvoir dérouler un scénario. La personne se met dans un état où on va pouvoir dérouler un scénario. Ok. Imagine, t'as une cagoule, tu vois rien, t'entends rien, t'es attaché, tu sais pas ce qui va t'arriver.
Alors bien sûr, dans le respect des limites, dans le cadre de ce qui a été dit, puisque la personne qui est soumise, qui est attachée, a donné ses limites. Donc, elle reste en sécurité parce qu'elle sait ce qu'on peut lui faire, mais ce qu'on ne peut pas lui faire. Ok. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas forcément, systématiquement la sodomie. Tu le mets dans ta checklist, tu sais que la personne ne va pas y aller. Elle ne va pas faire cette pratique. Et ça peut être aussi rassurant pour la personne qui se soumet. Et ouais, donc du coup, se bander les yeux, ok. Il y a quoi d'autre comme vanille un peu épicée, là, spicy, qu'on peut faire Vanille du épicée, c'est-à-dire que si tu veux déjà faire un... Pour faire un pas derrière avec le BDSM. Tu vas avancer vers l'univers du BDSM, il faut commencer par avoir des pratiques dans la chambre un peu différentes. Tu vas pouvoir introduire des accessoires, comme on avait dit, à la privation sensorielle. Tu peux mettre des ordres, tu peux mettre du trash talk pour commencer, des menottes, du bondage. Ça, c'est très bien. Avec quoi le bondage, parce que le shibari dont tu parlais tout à l'heure, c'est quand même assez technique. Non, ça c'est technique. On peut faire quoi avec quoi, par exemple? Les fameuses menottes, tu sais, des menottes de base, on trouve ça dans les love shops. Oui, d'accord, donc au niveau des poignets. Ouais, quelque chose de simple. Et pour les pieds. Bon, après, j'ai une ceinture foulard, sur moi. Ceinture. Si tu veux, je peux te montrer comment on peut utiliser sa ceinture pour faire des nœuds, mais ça marche non, aussi. On a une caméra, on peut y aller. Mais non, mais je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai l'image. Ok, donc pieds et poings liés. Ouais, tu peux. Potentiellement. Il faut que tu saches ce que la personne en face, la personne qui va recevoir, il faut que tu saches quel est son kiff. Et si elle ne sait pas quel est son kiff, il faut essayer des choses. Il ne faut pas le faire fort, il ne faut pas le faire le plus extrême possible, il faut y aller en douceur. Quand tu commences le bondage dans ta vie intime, eh ben, tu y vas tranquillement. Et tu mets pas un gros coup de pression avec tout de suite des insultes derrière, tu y vas tranquillement. Et puis tu vois déjà si la sensation, elle te plaît ou pas. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est quand tu essaies une nouvelle pratique, les personnes qui reçoivent ou qui donnent peuvent avoir un déclic. En disant, ah, ça j'adore. Et s'envoyer en mode... Ah non, pardon. J'imaginais le dominant qui se rend compte qu'il kiffe, et du coup, il y va à fond encore plus vite que la personne qui est soumise. Ouais, et c'est en ça qu'il faut faire attention, et que n'est pas dominant qui veut. Ouais. Il y a un cheminement, il y a un parcours pour apprendre quand même tout ça. Et il faut toujours être attentif à la personne en face, parce que imagine, et ça c'est un des risques du BDSM, alors ça me fait plaisir de pouvoir en parler. Au début, quand on se lance en BDSM, il y a ce qu'on appelle la BDSM frenzy. Quand on commence à découvrir ça, on se dit putain c'est génial, je vais essayer ça, on va faire ça. Il faut se calmer au départ. Parce que t'as envie de tout essayer. T'as envie de tout essayer, tout vite, tout de suite, mais pas forcément bien. Moi, je sais qu'il y a des pratiques que j'ai pas encore essayées, et je prends le temps, parce qu'on n'a qu'une chance de faire une bonne première fois. Donc autant prendre le temps de bien le faire, de regarder par exemple, de se renseigner. Ok, le bondage, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut utiliser? Tu préfères un foulard? Est-ce qu'on pourrait utiliser des menottes? Choisir les jouets ensemble? Ça c'est très bien ça. Aller dans un love shop et choisir ensemble, regarder, éveiller sa créativité. Ça fait même partie en fait du process déjà. C'est un process. C'est le BDSM, quand tu rentres dans le BDSM ou que tu veux aller vers le BDSM, c'est que tu remets la sexualité au premier plan dans ta relation. C'est-à-dire que la sexualité devient un pilier important de ta relation. Et pour ça, eh ben, tu le déclines de plein de manières différentes. Aller dans un love shop, j'en parlais, ça devient, j'ai envie de dire, courant quand tu es dans un couple qui a remis la sexualité au premier plan. Les toys, etc., tout ça, ça devient rien d'extraordinaire. Et pourquoi du coup le BDSM, ça rend... pourquoi, selon toi, le BDSM met une place plus importante de la sexualité dans le couple? Parce que tu peux pas le pratiquer sans en parler avec ton, donc en fait, partenaire. C'est juste que la communication est encore plus présente, en fait. T'as plus de communication, pas de communication, pas de BDSM. Ok, et donc d'où le fait de se calmer quand on a envie de tout tester, parce que du coup, on peut faire les choses un peu mal, et être un peu, claudiquant au début, et ça peut créer des séquelles sur l'autre. Ouais. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut se former un petit peu quand on fait nos premiers pas? Il y a des collectifs, il y a des centres... Parce que ça a l'air quand même... faut savoir, quoi. Au début, tu fais tes premiers pas. Comment gérer un peu Alors, en fait, la sécurité? Comme c'est une pratique qui, pendant longtemps, n'a pas bénéficié d'une bonne médiatisation. Souvent, tu sais, on a en tête des vieux clichés, une image un peu cuir-moustache du BDSM qui fait que... Ah oui, complètement. C'est vraiment cagoulé, du cuir des pieds à la tête, du fouet. Ouais, mais on s'insulte, il fait rouge, noir, et puis... genre vraiment c'est le sous-sol... C'est le cliché, alors que pas du tout. Et ça fait très mal. Enfin, vraiment, le cliché de... Faut vraiment, ça envoie, quoi, au niveau de la douleur. Non, pas forcément, parce que, tu vois, c'est un débat qu'il y a souvent au sein des gens qui pratiquent. C'est quoi le hard? Mais le hard, il varie d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que, je vais dire une énormité, mais peut-être toi, tu vas encaisser les coups de fouet et tu vas pas bouger, tout le monde va dire « Waouh, elle est masochiste, hein, level ». Par contre, je vais te dire une insulte, tu vas fondre en larmes. Le hard n'est pas toujours là où on croit, en fait. Et souvent, le hard est beaucoup plus psychologique que juste physique. Recevoir un coup de fouet, c'est pas recevoir une insulte. Ok. Quand on commence à jouer avec ça, là, ça devient dangereux.
Donc il y a des endroits où on peut en parler de manière ouverte et te faire un peu conseiller et tout. C'est hyper compliqué dans le sens où il existe bien des donjons, mais il faut commencer par essayer de trouver quelqu'un qu'on connaît, qui pratique. Aujourd'hui, la parole se libère de plus en plus, parce que, tu vois, je suis à visage découvert, en plus j'ai mis mon vrai nom. T'as pas mis ta cagoule. J'ai pas mis ma cagoule, et en tant que dominant, j'en mets pas. Donc, mais tu vas prendre les automatismes. Je vais apprendre Je suis pas dans le cliché, c'est-à-dire que moi, tu sais, je vis ma vie normale, j'ai pas un accoutrement BDSM. Ouais. J'ai pas. Alors ça existe, hein, parce que il y a un univers qui vient rencontrer l'univers du BDSM, c'est l'univers du fétichisme. Avec les objets. Avec le les cuir, textiles, les matières, le latex, et c'est des univers qui cohabitent et qui coexistent. Mais là, pour le coup, pas spécialement. Alors pour se former, l'idéal, c'est d'aller sur mon compte Instagram. Ok. Et mon compte TikTok. Voilà. Et t'as une communauté ? Ouais, on a une grosse communauté de gens qui sont réellement impliqués. On organise des soirées, j'organise des meet-up où les gens peuvent venir découvrir. C'est dans quel style de lieu ? Alors on fait ça dans des love rooms. Dans des love rooms, pour l'instant on est plus nord de France, et c'est des événements où il y a 30 à 40 personnes, et dans ces événements je fais une intervention où je parle pendant une petite heure de ce qu'on est en train de parler, de comment, alors c'est des sujets peut-être plus avancés, pourquoi certaines personnes sont masochistes, comment on avance dans sa soumission, je change de thème à chaque fois, et puis dans la deuxième partie de soirée tu as des initiations où on montre, et on répond aux questions, il y a des accessoires, on peut voir, etc. Ok. Et tu as des débutants qui viennent voir par curiosité ? On a même des gens qui sont pas du tout dedans, Okay. qui sont vanilles, qui ont un pressentiment qu'il y a quelque chose qui change dans leur couple. Et j'ai un bel exemple à te proposer. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Chris et Val, qui étaient un couple qui sont restés très longtemps ensemble et ça allait pas très bien. Et ils ont découvert le BDSM via mon compte. Et depuis, après des années de vie commune, ils ont remis la flamme dans le couple. Ils ont retrouvé une manière d'interagir dans l'intimité, et récemment ils ont fait ce qu'on appelle dans notre univers BDSM une cérémonie des roses, qui est un mariage BDSM où on lie les personnes, et j'ai eu la chance de... Vous les liez comment ? Ça, je t'en dirai pas, je ne dirai rien du tout, c'est le genre de cérémonie, il faut y assister, c'est pas le genre de truc dont on parle, et il y a rien de grave, c'est pas on sacrifie pas un animal. Non. Non, ouais. Non. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est juste, c'est très romantique. C'est plein d'amour, et en gros tu officialises ta relation dominant-soumise devant des gens de cet univers. Ouais, c'est sérieux en fait. C'est pour le level au-dessus, mais du coup ça... C'est sérieux en fait. Les gens qui sont dedans, les gens qui sont vraiment dedans te diront ouais, mais nous ça fait partie de notre vie. Okay. C'est-à-dire qu'on le vit comme ça, et c'est important pour nous. Ok, donc ça veut dire que ce côté donc dominant-soumis peut se retrouver dans la vie de tous les jours, sans forcément de relations, de contact, de pratiques sexuelles. Bien sûr. Et ça va nourrir votre sexualité aussi à côté. Ouais. Mais c'est... Alors ça, c'est encore ça un level tourne dessus, autour, quoi. Ouais, la sexualité, elle est dans la chambre, mais le lien hiérarchique ou le couple DS, comme on l'appelle, D pour dominant, S pour soumis ou soumise, encore une fois, c'est pas genré, on peut le pousser hors de la chambre et se dire, voilà, on était tellement bien dans cette interaction tous les deux, ça nous plaît, chacun a trouvé sa place. Moi, j'aime bien, en tant que personne soumise, le lâcher prise. Moi, en tant que dominant, j'aime bien avoir du contrôle. Ok, on interagit bien comme ça. On peut pousser le modèle hors de la chambre. Pas sexualisé, ça veut dire que c'est pas au quotidien, tu vas pas faire des dingueries, tu vois. Mais chacun va garder sa place et interagir en fonction de sa place. Okay. Mais il faut casser un mythe. Quand t'es dominant, c'est pas t'es sur le canapé, tu fais rien et tu donnes des ordres. C'est pas ça. C'est-à-dire que si tu obtiens, il faut donner en échange. Si la personne soumise, par exemple, te sert, et ben toi, tu dois lui donner, par exemple, de la protection. D'accord. Il y a un échange de bons procédés. Okay. C'est équitable comme relation. Donc tu domines, mais tu protèges aussi. Ouais. Ouais, un peu daddy... Daddy little, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Ouais. Mais il y a un rapport, du coup, quand même, un peu, je te protège, je prends soin de toi, mais je prends les ordres. C'est moi qui décide. Oui. Ok. On peut dire ça. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à des femmes qui sont féministes et qui ont trop envie de goûter au BDSM, de se faire soumettre, par exemple, mais qui ont du coup du mal avec la domination masculine ? Tout va bien. Comment ça se passe ? En fait, comment on fait avec notre cerveau pour gérer ça ? Déjà, si t'es féministe, ça veut dire que t'acceptes de disposer librement de ton corps et de faire tes propres choix. Ouais. La soumission est un choix. C'est-à-dire qu'en tant que femme féministe, tu peux dire « Ok, moi, ce que je veux pour moi, c'est me soumettre à un homme. » Mais attention, une femme qui se soumet, elle ne se soumet pas à la terre entière. Elle se soumet à une personne qu'elle a choisie.
Et il dans un cadre délimité. Dans un cadre délimité, c'est-à-dire que c'est pas la porte ouverte à n'importe quoi. C'est ça. Il faut juste rappeler une chose, c'est que dans une relation DS avec un dominant et une personne soumise, c'est la personne soumise qui fait une demande à la personne dominante. C'est pas le dominant qui va voir une personne en disant je veux que tu te soumettes à moi. Mais bien sûr, ok. Et c'est là, ça préserve les personnes soumises parce que c'est elles qui choisissent le dominant qui leur semble le plus approprié pour les accompagner dans leur cheminement intime. D'accord. Ouais, c'est ça. Et du coup, dès qu'il y a un truc qui lui va pas, elle fait le safe word. Ouais. Et puis on arrête. Voilà, c'est pas subi, quoi. Non, c'est pas subi. subi. Totalement cadré. C'est à deux. En gros, le BDSM, c'est qu'il y a une personne qui va accompagner l'autre dans la recherche de son plaisir. Trop bien. Ouais, j'achète moi en fait quand tu me dis ça comme ça. Mais c'est comme ça qu'on le pratique, c'est comme ça qu'on le vit, c'est comme ça que de nombreuses personnes avec qui on interagit le vivent aussi. Trop cool. C'est à l'opposé des clichés, des stéréotypes que tu vois malheureusement. Ouais, avec beaucoup de violence et puis mais c'est très dark, où personne s'écoute et on se fouette quoi. C'est visuel. Il y a un petit peu ce cliché là quoi. Les médias sont voyeuristes. Ça veut dire que si on met une image de BDSM, mettons une cagoule et un fouet, on comprendra. Mais oui, bien sûr. Parce que si on te parle de psychologie, c'est pas visuel. C'est beaucoup plus profond que ça. Ouais. Et du coup, comment on peut faire? Donc, on est débutant, tout ça, on cherche. Est-ce que tu as des supports à recommander pour faire un petit peu sa petite tambouille dans son coin, tranquillou? Là, tu as écrit des bouquins. Est-ce que tu peux nous montrer un peu s'il y a des pans vraiment pour ceux qui débutent? Il y en a un que je vais montrer, c'est celui-là. Si on peut le montrer, c'est un tout petit livret que j'ai écrit, il fait 60 pages, il coûte moins de 10 €. Et la volonté de ce livre que j'ai écrit, c'est un très gros article, si tu préfères, c'est de donner toutes les bases essentielles pour pas commencer à partir dans des trucs bizarres. C'est-à-dire que les notions de base, ce que j'abordais, genre l'aftercare, j'abordais également le safe word, le consentement, le fait que c'est pas être violent que de pratiquer, que c'est cadré, la checklist. Je détaille toutes ces notions de base. Ça va très très vite à lire, mais quand tu as lu ça, normalement tu as le bon point de départ pour te lancer dans ton parcours BDSM. Mais je pense que et les hommes et les femmes devraient le lire, dans le sens où c'est pas juste à la personne soumise ou à la personne dominante d'avoir ces informations. Et moi, je serais très heureux si toutes les personnes soumises avaient des bases saines, parce que ça évite les accidents. Et mais même dans le sexe vanille. Hein. Ah oui, bien sûr. En fait, mais comme là, on est sur des pratiques un peu plus poussées qui peuvent être un peu dangereuses, il vaut mieux avoir ça. Ok, donc ça, on tape Alexandre Contard sur Google, Amazon, il y a plein de bouquins. Ouais. Du coup, tu as Dévanillez-vous aussi pour sortir un peu du sexe vanille et découvrir pas à pas. Désolé, j'en parle tout le temps. Les gens qui me regardent sur les réseaux sociaux vont vous dire il a encore glissé son livre. Mais, oui, mais en fait, t'es expert en la matière, on a envie d'apprendre, donc vas-y, t'inquiète. Ce bouquin-là, je l'ai écrit suite à tout ce que j'ai fait et j'explique comment ma chérie et moi, on a cheminé. Donc, c'est moitié des histoires vraies que j'ai vécues, mon parcours, mon cheminement dans ma vie intime et sexuelle. Comment j'ai cheminé d'une vie vanille jusqu'à un couple DS et une relation BDSM. Et ben c'est super, donc ça donne les premiers pas pour petit à petit arriver dans le game. Ça va même plus loin parce que je parle dedans du rapport à la pornographie, je parle également de comment retrouver de la libido quand on n'en a plus. C'est par exemple un truc très bête, même si c'est pas BDSM, nous on est attentif à tout ce qui englobe l'univers de la libido. Quand on est dans le BDSM, on est attentif justement à la sexualité parce que c'est un pilier du couple. Donc par exemple, quand on a une baisse de libido, on se dit pas « Oh, c'est pas grave ». On se dit « Attends, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe ?» Et on cogite et on réfléchit. Et toutes les solutions qu'on trouve, je les ai mis dans ce livre. Je les ai mis dedans. Tout ce qu'on a trouvé, je l'ai mis dedans. Un truc très simple. Tu dis « Ah, j'ai pas de libido en ce moment ». Retirons les problèmes pathologiques. Est-ce que tu te couches tôt le soir ? Si tu me dis que je me couche tous les soirs à 3h du matin, c'est normal. Tu vois, des détails comme ça. Et pour retrouver de la libido, ça paraît simple, couche-toi 1 heure plus tôt. Tu te couches 1 heure plus tôt et tu auras 1 heure de plus peut-être pour accorder au sexe. Et la plupart des gens avec qui j'en parle se disent « Ouais, c'est vrai, on se couche tard et puis on regarde les téléphones dans le lit, etc. » Dans la chambre, pas de téléphone et couchez-vous 1 heure plus tôt. Remettre le sexe en avant, au cœur de la relation. C'est ça l'idée. Franchement, merci beaucoup, Alex. Je t'en prie. Merci d'être venu, merci de nous avoir donné du coup un avant-goût un peu du milieu BDSM. J'espère que ça pourra aider en tout cas. Ouais, moi déjà ça m'a aidé parce que j'apprends et il y a plein de choses que je savais pas. Et je pense que ça va aider beaucoup de personnes aussi qui sont peut-être curieuses du BDSM mais qui ont une image un petit peu directe, extrême, donc on voit pas forcément les petites étapes. Par quelle porte rentrer, par quelle étape aborder un petit peu le sujet. Et il y en a qui pratiquent déjà sans le savoir aussi. Et oui, tout à fait. Et c'est bien de remettre un peu de cadre pour que ça puisse passer encore mieux. C'est ça qui est important. Et super, merci. Je t'en prie. Merci à tous, merci à toutes d'avoir écouté cet épisode, d'être avec nous sur cette saison 2 de Pédagogie. Vous pouvez nous retrouver donc toutes les 2 semaines avec un nouvel épisode sur les plateformes audio stream et sur le YouTube de Passage du Désir. C'est animé par moi-même, Malou Monroe, et c'est conçu par Passage du Désir.
Et vous pouvez nous retrouver en boutique, sur internet. On a l'Insta aussi, Passage Désir, avec plein d'autres thématiques si vous voulez creuser d'autres thèmes. Et vous pouvez aussi nous conseiller, nous donner des idées pour des nouveaux épisodes qui pourraient vous intéresser. Voilà, merci beaucoup et merci Alex. Merci à toi, merci pour l'invitation. Merci, à bientôt.